Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va laisser de côté les analyses de matchs classiques pour plonger dans une histoire. Mais alors, une histoire complètement folle qui s'est passée en marge d'un événement sportif majeur, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas vraiment une histoire de foot en fait. C'est plutôt ce qui arrive quand la pression déborde du terrain et qu'une simple serviette devient l'objet de toutes les attentions. Pour décortiquer cette séquence un peu surréaliste, on s'appuie sur des extraits d'un article qui s'appelle tout simplement Texte. Et notre mission, ça va être de comprendre comment on a pu en arriver à ce que les médias ont appelé l'affaire des serviettes, qu'est-ce qui a bien pu se passer, pourquoi ça a pris de telles proportions et surtout qu'est-ce que ça nous dit. Ah, mais c'est une excellente porte d'entrée. Parce que cet incident, qui a l'air comme ça un peu anecdotique, un peu ridicule, en fait, c'est un cas d'école fascinant. C'est une loupe qui nous permet de voir plein de choses à la fois. L'attention psychologique des athlètes, comment leur image est scrutée en direct, et puis, peut-être le plus important, les failles dans l'organisation d'un tournoi aussi énorme. Alors allons-y, plongeons direct. L'article décrit la scène comme la plus loufoque de cette finale invraisemblable. On est en deuxième mi-temps, le match est tendu, l'ambiance électrique. Et là, des volontaires, des gens qui sont là pour aider, essayent de piquer ce que la source appelle le précieux linge du gardien sénégalais, Edouard Mendy. Déjà, ça commence fort. Et il faut s'arrêter là-dessus une seconde. Ce ne sont pas les supporters, hein. Non. Ce sont des volontaires. Des gens qui font partie, en théorie, de l'organisation. Le fait qu'ils puissent ne serait-ce que s'approcher à ce point et tenter un truc pareil, ça devrait déjà allumer tous les signaux. On n'est même pas encore aux joueurs, mais on a déjà un indice que quelque chose ne tourne pas rond. C'est un point super important. Et cette faille, elle va créer un effet domino. Parce que ça ne s'arrête pas là. Des joueurs de l'équipe adverse, le Maroc, se mêlent à l'histoire. Le premier, c'est une star à tendance, Achraf Hakimi. Il attrape la serviette et hop, il la balance dans les tribunes. Geste radical. C'est un geste qu'on pourrait qualifier de gamemanship, de guerre psychologique pure et simple. L'article parle de précieux linge, ce qui laisse entendre que cette serviette pour Mendy, elle avait une importance. Peut-être un rituel, une superstition. Hakimi, il veut pas la serviette pour lui. Il veut juste priver son adversaire d'un élément de confort, le déstabiliser. C'est une attaque symbolique. Mais ça dérape encore. Un deuxième joueur marocain, Ismaël Saibari, intervient. Et lui, il change tout. Il ne s'en prend plus à un objet, mais directement à une personne, le deuxième gardien sénégalais, Yehvan Diouf. Diouf essayait juste de récupérer la serviette pour son coéquipier. Et là, on franchit clairement une ligne. C'est toute la différence, oui. Le geste de Hakimi, c'est de la provoque. Le geste de Saibari, c'est une altercation physique. Il va au contact d'un autre joueur qui n'est même pas sur le terrain pour un objet qui n'est pas le ballon. C'est une rupture totale avec les règles. Et d'ailleurs, l'article trouve une formule géniale pour décrire ça. Ah oui? Il parle d'un marquage individuel hors terrain déplorable. C'est incroyable comme expression. Décortiquons-la. Marquage individuel. Ça, c'est du pur jargon de foot. Exactement. C'est quand tu colles un adversaire pour l'empêcher de jouer. Et en utilisant ce terme pour décrire une bagarre sur le banc, l'auteur fait deux choses. D'abord, il montre l'absurdité totale de la scène, un joueur qui applique une logique de jeu à un contexte qui n'a plus rien à voir. C'est ça. Et ensuite, avec l'adjectif « déplorable », il pose un jugement moral. Ce n'est pas juste une erreur, c'est une faute de comportement. La métaphore est parfaite. Une vraie sortie de route. Et ça aurait pu être juste un fait de match regrettable. Mais non, l'histoire continue après le coup de sifflet final. C'est le moment de la prise de conscience. Et chez Saibari, elle est quasi immédiate. L'article cite sa réaction, qui est d'une franchise assez désarmante. Il dit juste « c'était une erreur ». Pas de « oui mais », pas de « si », juste « c'était une erreur ». Et cette rapidité, elle est fondamentale. Dans le feu de l'action, avec l'adrénaline, la pression, des erreurs du jugement, ça arrive. Ce qui définit la maturité d'un athlète, souvent, c'est pas de jamais faire d'erreur. C'est la vitesse à laquelle il la reconnaît et il l'assume. Et là, Saibari ne perd pas de temps. Il qualifie lui-même son geste. Il va même plus loin. Il explique comment il a pris conscience du truc. Je le cite. « Quand je suis entré chez moi, j'ai vu à quel point cela avait mal tourné. » Cette phrase, elle est tellement révélatrice de notre époque. L'action se passe sur le terrain, mais la compréhension de l'impact, elle se fait devant un écran. C'est exactement ça. Le match ne s'arrête plus au coup de sifflet. Il y a une deuxième mi-temps, souvent bien plus dure, qui se joue en ligne. En rentrant chez lui, Saibari n'a pas juste revu les images, il a vu son geste sorti de son contexte, rejoué en boucle, commenté, jugé par des millions de personnes. Ah oui.
Il a fait l'expérience de ça, la barrière entre l'espace de jeu et l'espace public mondial, elle n'existe plus. Sa prise de conscience, ce n'est pas juste un moment de réflexion perso, c'est une confrontation brutale avec l'opinion publique. Vu comme ça, c'est vertigineux. Et face à ça, sa réaction est vraiment intéressante. Parce qu'il n'est pas paralysé, il agit. L'article détaille son plan d'action, en 2 temps. D'abord, il envoie tout de suite un message à quelqu'un du Sénégal. C'est un geste privé, immédiat. Et le fait que ce soit privé, c'est essentiel. Il ne commence pas par un post sur Instagram pour sauver son image. Non, Il commence par s'adresser directement à l'autre camp. Ça montre une démarche sincère, un besoin de rétablir le contact humain avant de gérer la com de crise. La formule « quelqu'un du Sénégal » est un peu vague, mais ça montre l'urgence. Trouver n'importe quel canal pour faire passer le message. exactement. Et la deuxième étape est encore plus forte parce qu'elle est physique. Il ne s'est pas caché derrière un texto. Il est allé voir Edouard Mendy, le gardien, en personne, pour s'excuser. La scène se passe à l'aéroport. Du coup, on a un processus complet. D'abord, l'excuse à distance, rapide, pour reconnaître la faute. Ensuite, l'excuse en face à face, qui demande du courage et qui répare le lien humain, le respect entre deux sportifs. C'est un modèle de résolution de conflit, en fait. Ça va bien au-delà de la simple gestion d'image. Et visiblement, ça a marché. Saibari conclut lui-même l'épisode avec une phrase très simple et clos. Le problème est résolu et clos. L'affaire est donc terminée entre les joueurs. Mais est-ce que ça veut dire que le problème est vraiment clos pour tout le monde ? Et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante, parce que la source utilise cet incident personnel pour pointer un problème beaucoup plus large. La phrase qui fait basculer l'analyse, c'est celle-ci. L'affaire des serviettes a mis un jour les failles de l'organisation marocaine. On passe d'une faute individuelle assumée et pardonnée à une potentielle faille du système. Du coup, on en revient au point de départ, à ces fameux volontaires. Le geste de Sabari, aussi déplorable soit-il, il n'arrive pas de nulle part. C'est une réaction à une situation qui, à la base, n'aurait jamais dû exister. Précisément, une finale de Cannes, c'est censé être un dispositif de sécurité de très très haut niveau. Alors posons les questions. Comment des volontaires ont pu ne pas connaître la règle de base, ne pas interférer avec les équipes? Ont-ils été bien formés, bien briefés? Et puis, le banc de touche, c'est une zone sanctuarisée. Comment ont-ils pu y accéder et y agir en toute impunité pendant plusieurs secondes? Où était la sécurité? C'est ça qui est fou. Ce sont les joueurs et le staff qui ont dû gérer eux-mêmes une situation qui relevait de la sécurité de l'événement. Ils sont devenus des agents de sécurité en plus de devoir gérer la pression d'une finale. Et ça, c'est le symptôme d'une rupture dans la chaîne de commandement. Quand les acteurs du jeu doivent faire la police, c'est que l'organisation a échoué dans sa mission première. L'affaire des serviettes, c'est la partie visible et un peu comique d'un iceberg qui est potentiellement beaucoup plus grave en matière de gestion d'événements. On imagine ce qui aurait pu se passer, oui. Si l'intention des intrus avait été malveillante, on n'en parlerait pas de la même façon. Ça change complètement la perspective. On n'est plus en train de juger un joueur qui a perdu son sang-froid, mais plutôt d'analyser un environnement qui a permis et peut-être même provoqué cette perte de sang-froid. Tout à fait. L'incident met en lumière la complexité immense de l'organisation de ces méga-événements. On pense au stade, aux pelouses, mais le plus grand défi, c'est le facteur humain. Des milliers de volontaires, d'agents. Coordonner tout ce monde, c'est un casse-tête. Et parfois, une simple serviette suffit à révéler les failles de tout le système. Quand on prend du recul, l'histoire est dingue. On part d'un quasi-gag, une bataille pour un bout de tissu. Ça se transforme en altercation, amplifiée par le monde entier, puis ça devient une leçon sur la responsabilité personnelle et la gestion de crise à l'ère du numérique, et ça se termine en cas d'étude sur les fragilités de l'organisation des plus grands événements sportifs. C'est exactement ça. Une histoire à multiples tiroirs. La transgression, la prise de conscience, la rédemption au niveau individuel, et en parallèle, la révélation d'une faiblesse au niveau structurel. C'est bien plus riche qu'une simple affaire de serviette. Au final, ce n'est pas juste une anecdote marrante à raconter. C'est une étude de cas sur le jugement qui s'altère sous une pression extrême. Mais c'est surtout un exemple rare et assez positif de la manière dont un athlète peut gérer les conséquences de ses actes. D'une certaine manière, la gestion de l'après par Saibari est presque plus impressionnante que l'incident lui-même. Et ça nous laisse avec une question plus profonde, je trouve. Une question qui concerne tout le sport de haut niveau. On demande aux athlètes d'être des compétiteurs acharnés, d'avoir la grinta, cette rage de vaincre. On célèbre cette intensité. Oui, toujours ? Mais
Où est-ce qu'on place la limite avec l'esprit sportif, avec le respect de l'adversaire? Cet épisode ne donne pas de réponse toute faite, mais il suggère une chose essentielle. La plus grande qualité chez un athlète, ce n'est peut-être pas de ne jamais franchir la ligne, mais c'est de savoir le reconnaître instantanément et d'avoir le courage de faire un pas en arrière pour s'excuser. C'est peut-être ça, la marque des vrais grands.